C'est quand même fou de se dire que la plupart des gens passent toute leur vie à travailler pour de l'argent sans jamais vraiment comprendre comment ça marche. Pas la version qu'on apprend à l'école, non, mais le vrai système. L'architecture invisible qui, au fond, peut décider si une vie sera faite de galères ou de tranquillité. Cette phrase, j'imagine qu'elle parle à beaucoup de monde. On nous apprend comment gagner de l'argent, comment le dépenser, mais très rarement ce qu'il est vraiment. Alors, le but ici est simple. Essayer d'éclaircir les règles d'un jeu auquel, qu'on le veuille ou non, on participe tous. Il faut voir le système financier non pas comme un truc super complexe, mais plutôt comme un jeu. Un jeu, sauf que les règles n'ont pas été distribuées à tout le monde. Imaginez un peu les conséquences. C'est précisément la situation de la majorité des gens face à l'argent. On passe notre temps à jouer en défense sans jamais connaître les stratégies qui permettent de gagner. Allez, on plonge dedans. Première révélation, et pas des moindres, il faut remettre en question la nature même de ce qu'on appelle l'argent. Et ça, c'est le point central. Les monnaies comme l'euro ou le dollar n'ont aucune valeur propre. Elles ne sont adossées à rien de concret, comme de l'or par exemple. Leur seule et unique valeur repose sur la confiance collective qu'on leur accorde. Si demain tout le monde se mettait d'accord pour dire que ça ne vaut plus rien, eh bien ça ne vaudrait plus rien. C'est aussi simple et fragile que ça. Cette petite nuance, elle change tout. Un salaire, ce n'est pas de la richesse tangible. C'est une promesse, un bon d'échange pour obtenir des biens et des services. Et cette promesse, elle est fragile, parce qu'elle dépend entièrement de la confiance dont on vient de parler. On attaque maintenant la partie la plus surprenante, celle que presque personne ne connaît, la création monétaire. Et attention, ça ne se passe pas du tout comme on pourrait l'imaginer. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Quand une banque accorde un prêt, elle ne prête pas l'argent qui dort sur le compte d'un autre client. Non, elle crée littéralement de la nouvelle monnaie à partir de rien, juste en tapant quelques chiffres sur un clavier. Et cette nouvelle monnaie, c'est une dette. On va prendre une petite seconde pour laisser cette idée infuser. La quasi-totalité de l'argent qui circule n'existe que parce que quelqu'un, quelque part, est en train de rembourser un prêt avec des intérêts. Notre système économique carbure à la dette. Et ce mécanisme, il a des conséquences très concrètes. 154 000 $, c'est la dette moyenne d'un ménage américain. Ce chiffre montre bien à quel point la dette est au centre de nos vies. Ce n'est pas une anomalie, c'est le système qui fonctionne exactement comme il a été conçu. Voilà l'engrenage clé de toute la machine. Si une banque crée 100 000 € en accordant un prêt, elle injecte ces 100 000 € dans l'économie, mais elle en demande plus en retour à cause des intérêts. La question c'est, d'où vient l'argent pour payer ces intérêts ? Eh bien, il doit être créé par de nouveaux prêts, c'est-à-dire par plus de dettes. C'est une spirale qui doit grandir sans cesse pour ne pas s'effondrer. Mais attention, le système ne repose pas que sur des mécanismes financiers. Il s'appuie aussi sur une psychologie très très fine pour s'assurer que tout le monde continue de jouer le jeu. Le système a réussi à rendre la dette pour la consommation normale. Vouloir la dernière voiture, le nouveau téléphone, c'est devenu un signe de statut. Et le crédit, c'est un peu comme une machine à voyager dans le temps. On peut avoir aujourd'hui ce qu'on ne pourra se payer que demain. Le coût réel, il est énorme. Une personne endettée prend moins de risques. Elle hésitera à changer de job, à lancer son projet, à demander une augmentation. Elle devient prévisible. Si tout ça semble compliqué, ce n'est pas un hasard. Quand le système est opaque et que les gens n'y arrivent pas, ils ont tendance à se sentir coupables, à se blâmer eux-mêmes, au lieu de remettre en question les règles du jeu. C'est une caractéristique du système, pas un défaut. Et pourtant, ce même outil, la dette, qui est un piège pour la majorité, est utilisé par une minorité pour s'enrichir. Et c'est là toute la différence. C'est la distinction la plus importante à saisir. Voici la différence fondamentale. La plupart des gens s'endettent pour acheter des passifs, des choses qui perdent de la valeur avec le temps et qui coûtent de l'argent. Une minorité, elle, s'endette pour acheter des actifs, des choses qui prennent de la valeur et qui peuvent générer des revenus. C'est le même outil, la dette, mais avec deux trajectoires complètement opposées. Et cette deuxième stratégie, elle permet de débloquer la force la plus puissante en finance, les fameux intérêts composés, mais appliqués aux actifs, pas aux dettes. On voit bien ici comment un investissement de départ peut grandir de façon exponentielle. Ça commence doucement, ça devient une somme intéressante après 20 ans, et ça explose littéralement après 40 ans. À l'heure où est le piège, c'est que pour pouvoir investir et profiter de cet effet boule de neige, il faut de l'argent disponible au départ. Or, le système est justement conçu pour que la majorité des gens soient aspirés par le remboursement de leurs dettes de consommation, ce qui les empêche de commencer à jouer dans la bonne équipe. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on fait quoi ? Comprendre le système ne va pas le changer, c'est sûr. Mais ça peut tout changer au niveau individuel. C'est un changement total de perspective. L'idée, ce n'est pas de partir en guerre, c'est une mission impossible. Non, l'idée, c'est d'adopter une stratégie personnelle pour ne plus se faire battre par les règles du jeu. C'est de reprendre le contrôle. Une fois qu'on a compris les règles, on n'est plus un simple pion sur l'échiquier. On peut commencer à faire des choix éclairés, peut-être refuser la course à la consommation, mettre de l'argent de côté en priorité, et qui sait, commencer à utiliser la dette comme un outil et non plus la subir comme un fardeau.
Le but ici, c'était de donner une nouvelle grille de lecture, de nouvelles lunettes pour voir le monde financier. Il n'y a pas de réponse facile, mais j'espère que ça a soulevé les bonnes questions. La connaissance, c'est un pouvoir. La question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on en fait ?